Hello hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour un bilan lecture. Alors au mois d'août j'en ai pas fait, forcément avec l'arrivée de bébé au mois de juillet c'était compliqué. Et là je me suis dit que j'allais faire le bilan de septembre, même si on est déjà le... On est le 20 ou le 19 octobre? Non, on est le 18 octobre, bref. Vous avez vu, il y a les décos de... d'automne, etc. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas eu le temps avant. Et surtout que là j'ai l'adaptation, enfin la familiarisation à la crèche, donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc là ça va, je vais être en vacances. Enfin, je vais être en vacances, non. Ma fille va être en vacances, moi je vais reprendre le travail lundi, au moment où elle va aller en vacances. Mais bon, c'est vrai, tout ça pour vous dire que du coup j'ai pas eu le temps, mais que je voulais quand même vous faire un petit bilan lecture pour le mois de septembre. Donc j'ai lu 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12 romans à vous présenter. Je vais passer rapidement parce qu'en fait, pour la plupart, mes avis sont beaucoup plus développés en vlog. Donc si vous voulez aller voir un avis plus poussé, je vous invite à aller voir les vlogs précédents. Normalement, je crois que je parle de tous les bouquins dans les vlogs parce que je vlog tout le temps en fait. J'ai pas de pause normalement entre les vlogs. Donc on va commencer tout de suite. Alors le premier, c'est La curiosité est un péché mortel d'Anne Granger. Donc c'est toujours la saga Lizzie Martin. Donc là c'est le tome 2 où en fait on suit Lizzie Martin, donc qui est dame de compagnie, et à chaque tome il va y avoir un meurtre et elle va enquêter, elle va aider du coup l'inspecteur Benjamin Ross à enquêter sur les meurtres. Et là en fait on va suivre, va servir de dame de compagnie de Lucie qui est endeuillée par la mort de son enfant, de son bébé, mais elle croit qu'il n'est pas mort. Elle a l'air un peu dérangée et surtout elle va être retrouvée penchée sur un cadavre avec du sang sur les mains, etc. Donc bon, voilà, tous les soupçons se posent sur elle de base, mais bon, il va y avoir une enquête, etc. Je trouve que c'est parfait pour l'automne. Ça fait un peu cosy mystery, mais comme c'est à Londres dans les années 1860, ça fait plus ambiance Londres de Jack l'Éventreur, mais voilà, c'est pas très sanglant non plus. Voilà, les personnages sont hyper attachants. Moi j'aime beaucoup, donc j'ai lu le... Est-ce que j'ai lu le tome 3? Non, le tome 3 est prévu pour ce mois... Attendez, je sais plus. Si, j'ai lu le tome 3 ce mois-ci, donc voilà, je pense que je vais essayer d'en lire peut-être un par mois, voire tous les 2 mois. Il n'y a pas énormément de tomes, je crois qu'il y en a 9 au total, mais après, lorsque la série est terminée en VO, je ne sais pas. Mais en tout cas, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de tomes en français. Ensuite, toujours dans la même vibes, j'ai lu Le Lys de Feu, le tome 2, La Houle éclatante de Jacqueline Benson chez Édition Rivka, qui est un roman qui se passe enfin le premier tome en tout cas commence en 1914, où on suit Lily Strangford qui est de famille modeste et qui a des dons. En fait, elle voit des événements funestes, donc la plupart du temps des morts, et depuis toute petite elle essaie de les empêcher, mais ça ne fonctionne pas. Donc au bout d'un moment elle a baissé les bras et en fait elle laisse faire, et sauf que le jour où ça arrive là, en fait, où elle voit en vision son amie Estelle qui se fait tuer, et là elle se dit c'est pas possible, il faut que j'en empêche, et elle va s'associer à Lord Strangford qui est un baron un peu solitaire et qui a aussi des dons, et elle va découvrir parce que depuis toute petite elle croit qu'elle est seule à avoir des dons, et elle va découvrir qu'il y a une petite communauté en fait de charismatiques, donc des personnes qui ont des dons particuliers. Il y en a un par exemple qui peut commander aux animaux, il y a quelqu'un qui peut guérir des maladies, enfin voilà, plein de choses comme ça, et elle, donc elle a des dons comme ça, et je vous laisse découvrir les autres dons. Et voilà, donc forcément, et en parallèle en fait il y a plusieurs femmes un peu dans le monde de la divination, etc., qui sont tuées. Et d'ailleurs sa copine Estelle en fait est dans le monde de la divination, prédiction, etc. Donc elle se dit que c'est lié, donc elle va enquêter, etc. Là le tome 2, je vous dis pas ce qui se passe parce que ça va spoiler un peu le tome 1, mais voilà, j'ai beaucoup aimé, l'ambiance est parfaite pour je trouve cet automne, les personnages sont hyper attachants, et Lily elle sort un peu des sentiers battus de l'époque en tout cas, parce que elle est du genre à toujours vouloir porter des pantalons, elle veut pas elle veut plutôt être une jeune femme indépendante, etc. Ce que j'aime beaucoup, mais en même temps elle est très humaine et très fragile aussi à la fois, notamment par ses visions, parce qu'elle a toujours peur de ce qu'elle peut voir. Et voilà, j'aime beaucoup. Les éditions Rivka, c'est... Alors les reliés sont très simples, mais je trouve que... Moi j'aime beaucoup la couleur, mais je trouve que c'est de la bonne qualité au niveau du papier, des illustrations, etc. Et j'ai lu les 2 premiers tomes de Gods of Men. Faut que je lise le tome 3 d'ailleurs, mais ça c'est une autre histoire. Ensuite, j'ai lu Le Serment de Langres-Brume de Josepha Juillet chez les éditions Hurlevent. À chaque fois, je précommande leur roman, mais je suis hyper en retard en fait, parce que celui-là, je crois qu'il est paru avant l'été, ou ça devait être au printemps, je sais plus. Et je suis super en retard dans leur parution. Bref, c'est pas grave. Et du coup, là, on suit 3 personnages, donc
Samson, Alix et Selene qui vont en fait L'Angrebrume en fait c'est une forêt. On a l'impression, enfin c'est pour moi un personnage à part entière qui a une identité, qui vit. Elle est très mystérieuse et en fait on dit qu'il y a des malédictions là-bas, tous ceux qui vont là-bas n'en reviennent pas, etc. Enfin vous avez un chemin entre guillemets, mais en gros la plupart des personnes qui vont hors des sentiers battus, etc. ne reviennent jamais. Enfin ils parlent de sorcières, de monstres, etc. Et dans le résumé ils disent rien d'autre. Les trois personnages vont être liés forcément à un moment donné, mais de base Samson en fait il fait partie d'une guilde, il est apprenti, d'ailleurs il va prêter le serment de l'Angrebrume, donc en fait c'est une communauté pacifiste qui protège la forêt, etc. Et vous avez Alix qui est une jeune femme qui va être qui part en fait de chez ses parents pour aller se marier avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas, et Selene qui est déjà mariée à je crois que c'est le chef de garde du duc de je ne sais plus quoi, et il va y avoir des meurtres. Et voilà, j'en dis pas plus. Mais en tout cas, je trouve que c'est une lecture parfaite pour l'automne parce qu'il y a toute cette ambiance avec cette forêt très mystérieuse, très brumeuse, très... elle est vivante en fait, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment un personnage à part entière, une entité, et c'est tout ça, cette ambiance qui fait que, et puis vous avez ces mystères par rapport à cette forêt, personne ne sait ce qui vit, parce que vous avez des spéculations, hein. Il y a une sorcière qui vit là-bas, il y a un monstre qui vit là-bas, etc. C'est pour ça que les gens ne reviennent pas, enfin bref. Il y a plein de choses qui font que c'est une ambiance assez, en fait parfaite pour la saison automnale. Moi j'ai été un peu mitigée, et je suis vraiment très déçue pour moi en fait parce que je me suis attachée à aucun des personnages et j'ai trouvé que c'était très long à se mettre en place et que tout allait très vite vers la fin et j'ai pas eu des réponses à toutes mes questions, donc ça c'est un choix de l'autrice, c'est pas grave, mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était très lent et il se passait pas grand chose pendant une bonne partie du roman et après tout va trop vite en fait je trouve et ça m'a un peu déçue, surtout que voilà, les personnages, j'ai vraiment eu aucune attache. Ne serait-ce que les détester, mais non, même pas. Donc, il y a aussi ce problème de temporalité, j'ai pas trop compris non plus, j'étais un peu perdue parfois, parce que des fois il y a des ellipses, mais il n'y a pas marqué, je sais pas moi, un an après, 6 mois après, ou une semaine après. Donc du coup c'était un peu perturbant. Donc voilà, je suis un peu triste parce que c'est le premier... Non, c'est le deuxième de chez Éditions Le Vent où je suis un peu mitigée, mais bon voilà, ça m'empêche pas de découvrir les autres romans de cette maison d'édition. Ensuite, j'ai lu Mysteries of Thorn Manor de Margaret Rogerson, donc l'édition Grimoire, qui est tout petit. Je trouve que 20 € pour un tout petit livre. Après, bon, il y a des illustrations qui sont très belles. Voilà, donc ça en fait c'est comme un comme une novella en fait, suite au roman Sorcery of Thorns, donc on retrouve les mêmes personnages, donc Elisabeth, Nathaniel, et en fait dedans le manoir en fait dans lequel ils vivent va les enfermer, le système de... Enfin, je ne vais pas dire le système informatique parce qu'il n'y avait pas d'informatique à cette époque, mais le système en fait fait que ils sont tous enfermés dans le manoir et le manoir ne répond plus et ne plus leur ouvrir les portes et ils vont un peu enquêter sur ça. Et puis comme forcément il y avait un rapprochement entre les deux personnages principaux, là on va avoir aussi un rapprochement par rapport à leur situation, enfin la romance quoi. Et voilà, en fait je pense que c'est plus du fan service. Ce tome là, c'est plus, enfin je sais même pas si c'est vraiment considéré comme un tome à part entière, mais pour moi c'est vraiment pas essentiel si jamais à lire suite à Source of Sound. Alors je sais pas si on en attend 2, mais vu ce qui se passe, je suis pas sûre que ce soit essentiel à la lecture. Je pense que c'est plus du fan service, voilà, pour tous ceux qui ont adoré Source of Sound. Moi j'ai beaucoup aimé. Il est très beau en plus, objet livre, mais voilà, je trouve pas qu'il soit indispensable. Donc bon, je l'ai pour la collection, j'ai l'édition Grimoire aussi de l'autre roman. Donc bon, on va dire que c'est plus pour la collection. Ensuite, j'ai lu Beachweed de Emily Henry. Alors oui, non, je l'ai lu au début du mois d'octobre. Est-ce que c'est ça? Je sais plus. D'octobre, de septembre. Je me suis dit, il faut que je le sorte maintenant, c'est parce que sinon, Beachweed, vu que c'est un roman voilà, un peu d'été, je me suis dit, je le sortirai jamais pendant l'année prochaine, et j'aime pas faire traîner les romans, surtout que je viens juste de l'acheter, donc c'est un peu bête de l'acheter là, pour le lire que l'année prochaine. Donc là, on suit... comment s'appelle-t-elle? January, qui est écrivaine et qui écrit des romances contemporaines majoritairement, voilà, les trèfleurs, fleurs bleues, etc. Et on suit Augustus qui était à la fac avec elle d'ailleurs et qui lui écrit plutôt des romans américains un peu noirs.
il s'avère que bon, du coup le père de January est décédé et il avait une maison sur un lac, enfin près d'un lac, et elle va, voilà, elle a le syndrome de la page blanche, donc du coup elle va aller là-bas pour s'inspirer, et comme par hasard la maison d'à côté qui est là-bas, Augustus, et comme tous les deux n'arrivent pas à écrire, ils vont se donner un challenge, c'est qu'elle doit écrire un roman noir, lui il doit écrire une romance, sauf que ça part en cacahuète forcément parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes façons de faire. Et puis on va rencontrer d'autres personnages, etc. dans cette ville, voilà, qui vont. Il y a un book club, il y a des choses comme ça. Et voilà, c'est très léger, mais ça aborde aussi des thèmes. Voilà, au début on voit bien que le deuil est assez présent dans la tête de January, qui s'est renfermée. On voit qu'elle avait une personnalité un peu pétillante avant, et elle était ouverte, et que voilà, elle s'est renfermée, elle ne dit plus ce qu'elle pense, voilà, elle a vraiment changé de personnalité suite à ce deuil. Et voilà, et puis on va aussi découvrir du coup le passé d'Augustus en parallèle, même si c'est pas non plus le cœur du roman. Et voilà, donc il y a des joutes verbales, il y a de l'humour, c'est assez frais. Voilà, un roman d'été. Voilà, j'avais jamais lu Emily Henry, à la base je voulais lire Book Lovers, mais je me suis dit bon, on en était. Il est sorti en français, je crois qu'il sort chez Hauteville, si je dis pas de bêtises, et il s'appelle Comme un roman d'été. Et j'aimerais bien lire aussi People We Meet on Vacation, mais pareil, ça fait très roman d'été. Je vais peut-être attendre l'année prochaine, mais je sais pas quels autres romans sont sortis. Je crois qu'il y a Happy Place, mais Happy Place a des avis assez mitigés, donc bon. Donc voilà, c'est un roman d'été, hein. Franchement j'ai pas grand chose à dire de plus. Par contre je comprends pas trop le fait d'avoir un coup de cœur sur ce roman, parce que oui c'est très mignon, il y a des moments assez forts, etc. Mais je sais pas trop, même les personnages j'ai pas trop réussi à m'attacher plus que ça, mais bon voilà, c'est une affaire de goût. Ensuite, je me suis pris, non pas je me suis pris d'ailleurs, j'ai lu L'apprenti cartomancienne d'Aurélie Croiset chez Gulfstream, donc dans la collection Echo, donc c'est un young adulte. Donc où on suit Louise, qui est une jeune femme, qui vit un peu, qui survit en fait tout simplement, et qui est un peu comme une diseuse de bonne aventure. Voilà, elle fait ce qu'elle peut pour avoir de l'argent, et elle va tomber sur Marie-Anne Lenormand, qui est elle la plus célèbre cartomancienne, et elle va la prendre sous son aile. Et le jour où la cartomancienne va être arrêtée pour trahison, l'inspecteur ou le détective, je sais plus, je n'arrive pas trop à faire la différence, va demander du coup à Louise de l'aider à résoudre ces meurtres, et donc elle va l'aider, même si elle se sent pas légitime, parce qu'elle est pas enfin, elle faisait que assister, en fait, la cartomancienne, elle l'a jamais fait par elle-même. Et voilà, moi ce que j'ai beaucoup aimé, du coup, c'est que ça passe à la capitale, qu'on a vraiment ce décor des années d'avant, en fait, à l'époque, où vous aviez pas de technologie, etc. Vous avez cette ambiance un peu nuit parisienne. Vous avez aussi vachement ce contraste entre la noblesse, parce que du coup elle va avoir affaire parfois à la cour, et donc la noblesse avec la royauté, etc. Et elle en fait qui vit, enfin, qui jusque-là survivait, et le côté plutôt sombre de Paris, donc avec les quartiers malfamés, la prostitution, les choses comme ça, et le fait d'intégrer du coup la cartomancie, ce qui est très rare je trouve Alors moi j'en ai jamais lu, peut-être qu'il en existe beaucoup, mais en tout cas moi j'en ai jamais lu sur la cartomancie, la divination, etc. Et d'ailleurs on voit que l'autrice s'y connaît, parce que moi je lis toujours les notes de l'auteur, et même à la fin elle a des explications en fait sur chaque carte, en fait, à quoi ça correspond, etc. Parce que en fait quand vous tirez, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais en fait vous tirez des cartes, et une carte par exemple si c'est je sais pas moi, un trèfle ou quelque chose de quoi, enfin un as de trèfle ou quoi, ça a une signification. Et d'ailleurs elle dit dans ses notes que Marie-Anne Lenormand est une personne qui a réellement existé. Alors apparemment elle a modifié des dates, etc. pour que ça corresponde à son histoire, mais le personnage en lui-même a vraiment existé, donc ça s'appuie un peu sur des faits réels aussi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, ça se lit assez vite. Voilà, après il est très court, il fait 276 pages, donc très court, c'est un young adulte, ça se lit très vite. Alors si j'ai bien aimé, mais voilà, en 276 pages, je bégaye beaucoup, en 276 pages, tout va très vite en fait. Donc si vous attendez quelque chose qui prend son temps, ou il y a beaucoup de réflexion et tout derrière, non, en fait,
Et en plus, à un moment donné, il y a une ellipse dans leur enquête, donc du coup, ça fait que ça avance encore plus vite. Voilà, c'est peut-être le bémol que je mettrais à ce roman, c'est que tout va trop vite, et que cette ellipse, en fait, qui nous permet normalement de trouver le coupable, bah, en fait, avec cette réflexion, etc., bah, en fait, ça a été enlevé. Donc je trouve ça un peu dommage de ne pas suivre la réflexion des personnages jusqu'à trouver le coupable. On le sait à la fin parce qu'ils vont l'arrêter, voilà. Mais bon. Mais sinon, c'était au niveau des thèmes, c'était assez original. Et voilà, ça m'a fait découvrir des choses parce que notamment la cartomancie, j'y connais pas grand chose. Et c'était intéressant en fait de savoir comment ça fonctionnait. Ensuite, j'ai lu Ce beau pavé, donc Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon, donc c'est préquel, on dit comme ça, de Le prieuré de l'Oranger, donc un beau pavé de 1120 pages, que j'ai lu en lecture commune avec Marine, mais qui n'a toujours pas fini. En fait, on l'a lu sur tout le mois, parce que ça, en une semaine, c'est possible, mais sinon, on ne lit rien d'autre. Et on avait quand même d'autres lectures perso qu'on voulait lire. Là, du coup, on suit 3 personnages principalement. Donc, on suit une sœur du prieuré de l'Oranger, on suit la fille de Sabran, donc pas Sabran du prieuré de l'Oranger, parce qu'en fait il y a Sabran 3, Sabran 4, bref. Et donc la fille, du coup, qui s'appelle, j'ai oublié son nom, Gloriane. Et on suit aussi Doumaï qui vit dans un temple dans la montagne et qui va essayer de réveiller un dragon. Je pense pas que je vais aller plus loin dans le résumé parce que j'ai peur que ça spoil peut-être des éléments du tome précédent. Mais en tout cas, voilà, on est de la même veine, c'est un roman. D'ailleurs, je l'ai mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge pour le côté féministe et c'est exactement ça. Voilà, déjà, on est dans un rénome, il y a principalement que des femmes en fait en personnage principaux, pardon. Et puis voilà, elles sont très fortes, il y a des dragonnières, il y a des reines du coup, et des sœurs qui savent se battre, etc. Et bon, si vous avez lu le prieuré, vous savez comment ça va se finir là-dedans, mais c'est vrai que c'est tout le déroulement du coup du moment où on sent que le mal commence à revenir et jusqu'au prieuré en fait. Et je vais dire pendant la première partie, donc bien la première moitié, je me suis un peu ennuyée. Alors j'ai vu beaucoup de coups de cœur sur celui-ci, j'ai vu que beaucoup préféraient Un jour de nuit tombée, mais j'avoue que moi toute la première moitié, je me suis un peu ennuyée. Je suis désolée, ça a coupé parce que j'ai eu un appel, et en fait la découverte des personnages était vachement intéressante, donc ça m'a pas dérangé que ce soit long, parce que forcément quand on découvre un univers, des personnages, etc., leur mode de vie, leur routine, etc. Mais c'est vrai qu'avant l'élément déclencheur, il s'est passé bien un demi-tome, enfin la moitié du roman, et ça m'a un peu dérangée, et surtout aussi je me suis beaucoup moins attachée aux personnages de ce tome que les personnages du prieuré de l'Oranger, que j'ai adoré. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé, hein, j'ai mis 4 étoiles, mais c'est vrai qu'il y a ces petites choses qui font que du coup j'ai moins apprécié. Mais voilà, et puis vous avez des scènes épiques à la fin avec des dragons, de la magie, etc. Ça, c'est vraiment des scènes que j'adore. Pas principalement en fantasy, hein, mais j'aime bien aussi lire de l'épique des fois. Et quand vous voyez que pendant toute la première partie, c'est assez lent, après que ça pète comme ça dans tous les sens, moi j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vais pas m'étendre davantage parce que voilà, l'histoire précède le prieuré de l'Oranger, donc j'ai pas envie de vous spoiler. Mais voilà, c'est vrai que j'ai été un peu déçue pour la première partie. Et je vais essayer de me dépêcher. Ensuite, j'ai lu aussi en lecture commune avec Marine La chasseuse et la chimiste d'Alison Saft chez Big Bang. Donc, c'est une édition hardback mais sans jaquette. Et il est très beau. Pourquoi en fait on voulait le lire? Parce que il y a un si fragile enchantement qui sort ou qui va sortir, et voilà, je me suis dit je vais l'acheter et puis on va le lire ensemble, et puis comme ça on pourra lire l'autre. J'ai vu beaucoup d'avis, alors de très bons avis, et des avis un peu mitigés, parce qu'en fait il y en a beaucoup qui reprochaient à ce roman qui s'appelle La chasseuse et la chimiste de voir la chasse que vers la fin, et c'est vrai. La chasse doit intervenir peut-être dans les 100 dernières pages, et en sachant qu'on parle de ça pendant tout le roman. Mais je pense que, pour moi en tout cas, il se concentre davantage sur autre chose, et parce que pour moi la chasse c'est pas vraiment un élément... Enfin quand vous lisez... Bon après c'est très rapide donc c'est peut-être pour ça, mais la chasse n'est pas un élément
qui me hype en fait pour le roman, pour celui-ci en tout cas, c'est vraiment les personnages. Vous avez du coup, j'ai plus son nom, Margaret, qui oui, qui du coup doit trouver qui est chasseuse, enfin qui s'est chassée et qui doit trouver un partenaire parce qu'en fait pour la chasse il faut un alchimiste et un chasseur. Et du coup Wes va venir et en fait lui il a été rejeté par plusieurs maîtres alchimistes, elle ne sait pas pourquoi, et il va postuler normalement auprès de sa mère, sauf que sa mère est absente depuis quelques temps et du coup elle va lui dire bah ok, reste à la maison et tu vas participer avec moi à la chasse. Et oui, c'est ça. Et en fait, on va apprendre au fur et à mesure qu'il y a eu des drames dans leur famille. Enfin, oui, des drames dans leur famille. Et en fait, on va vivre au début avec eux donc une routine donc où lui, il va apprendre à perfectionner son alchimie. Elle va du coup apprendre ou approfondir ses connaissances en matière de chasse. Et vous avez toute la mythologie autour du coup de cette créature. Alors je sais plus comment il l'appelle dedans, je suis désolée. Je l'ai lu au début du mois, donc ça fait un peu beaucoup. Bon, je sais plus, bref. Et donc, on vit plus, en fait, pendant bien la moitié, en fait, on vit avec eux et on commence à connaître leur passé, pourquoi ils sont comme ça, etc. Et donc, il y a aussi des inimitiés avec d'autres personnes. Vous avez toujours des petits méchants hein, qui jouent un peu les gros bras. Et voilà, donc c'était en fait, et pareil, en fait, la couverture ne le fait pas comme ça, ne fait pas penser à ça, je sais plus parler. Cette couverture ne fait pas forcément penser à ça, mais je trouve que c'est très automnal au niveau de l'ambiance, parce que vous avez toute cette mythologie autour de cette créature, parce que cette créature s'attaque aux humains, donc il y a des morts, etc. Et c'est très mystérieux, parce que personne ne connaît leurs origines, etc. Et en fait, ils sont souvent en forêt. Et bon, on parle d'alchimie, etc. Donc, et puis il y a des éléments un peu sombres dans le sens où on va parler un peu de fantômes, etc. Donc ouais, la couverture ne fait pas penser à ça, mais c'est vrai que ça fait... c'est vrai que si la couverture était différente, je vous recommanderais cette lecture pour l'automne. Mais c'est vrai que la couverture, pour moi, fait un peu plus estivale, je sais pas pourquoi, c'est peut-être les couleurs. Mais voilà. Alors j'ai beaucoup aimé, je crois que j'ai mis 4 étoiles. Voilà, le seul bémol, comme je vous disais, c'est que la chasse n'intervient qu'à la fin, donc si vous vous attendiez vraiment à ça pendant tout le roman, c'est un peu mort, et vous allez être déçus. Mais voilà, si vous voulez plus découvrir les personnages, l'univers, leur passé, etc., et dans un monde d'alchimie, de magie, c'est fait pour vous. Hein. Et puis voilà, vous avez une petite romance qui va arriver, mais vraiment un soupçon, hein, c'est vraiment très léger. Et voilà, donc j'ai vraiment hâte de lire Ainsi fragile enchantement. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais c'est pas grave. Ensuite, je me dépêche parce que ça commence à avoir mal à la gorge. Le roi maudit et la couronne sanglante de Carissa Broadbent, donc c'est le tome 2 des couronnes de Neaxia, c'est une duologie. Je crois qu'il y aura 3 duologies dans cet univers. Donc là c'est le tome 2. Donc dans le premier tome, on suit Oraya, qui est la princesse humaine héritière du roi des vampires. Donc il a adopté, je crois qu'elle avait 3 ou 5 ans, je sais plus, parce que son village a été rasé, et du coup elle était la seule survivante, et il a... D'ailleurs, qui a été rasée par des vampires, hein, et il l'a adoptée, on ne sait pas pourquoi, mais forcément on va découvrir la raison après. Et elle va participer au Kejari, qui est un concours où il y a 5 ou 6 épreuves, je ne sais plus, et où à la fin, le gagnant a droit à un vœu, si on peut dire ça comme ça, de la déesse de la mort ou déesse de la nuit, déesse de la nuit, où on peut demander ce qu'on veut. Et en fait, elle, du coup, comme elle vit dans la peur constante, en gros, de se faire bouffer, parce qu'elle vit dans un monde, même si elle est... En fait, dès qu'elle est près du roi, ça va, mais dès qu'elle s'aventure ailleurs, en fait, elle peut se faire tuer à tout moment, donc elle apprend à se battre, etc. quand même. Donc on va dire les vampires pas trop forts, etc., elle peut les combattre, mais voilà, les grands vampires... puissants, qui ont des millénaires de vie, voilà, elle est tout le temps en danger, donc en fait elle apprend à se battre, et son vœu en fait c'est de devenir plus forte, justement pour arrêter de craindre pour sa vie. Et voilà, et puis elle va faire équipe avec Rain, qui est un vampire assez mystérieux, qui est un peu solitaire, en fait il parle pas avec les autres, etc. Et on va voir un peu leur collaboration, forcément c'est une romantécie, donc voilà. Là c'est le tome 2, je peux rien vous dire, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un thème récurrent là, dans cette update lecture, mais
On s'est ennuyé, parce que je l'ai vu avec Emeline de la chaîne Perfect Flow, on s'est ennuyé, enfin ennuyé. C'était très lent pendant la première moitié, les 2-3 premières parties. Je crois qu'il y a 5 ou 6 parties en tout, ou 7. Non, il y en a 7. Donc pendant les 2-3 premières parties, on s'est ennuyé parce qu'en fait c'était vraiment leur routine de tous les jours. Et je te déteste, mais je t'aime aussi, je te déteste, mais je t'aime aussi. Enfin, c'était un peu, voilà. Après, il y a une espèce d'élément déclencheur, et en fait, après, tout va très vite. Et c'est vrai que là, dans celui-là, on découvre une autre magie qu'il n'y avait pas dans le premier tome, donc c'était hyper intéressant à ce niveau-là. Par contre, je déplore, bon, je savais qu'il y avait des scènes de smut, parce que, voilà, ça reste de l'adulte, mais là, il y avait 2 chapitres entiers. Excusez-moi, mais moi, du coup, j'ai commencé à lire comme ça, en fait, je tournais les pages, et tant que c'était pas fini, je tournais les pages, je lisais même pas ces scènes, donc bon, je veux bien qu'il y ait quelques petites scènes, mais 2 chapitres entiers pour une même scène, ça fait un peu beaucoup. Mais voilà, sinon, bon, il était un petit peu en dessous de l'autre tome, que j'ai vraiment adoré, je crois que j'ai mis 5 étoiles, mais c'était pas un coup de cœur quand même, mais j'ai adoré, voilà. Et en plus, ce qui est bien, c'est que, enfin, moi je trouve que ça c'est les parties, mais je trouve que les en tête de chapitre aussi sont très très beaux, et puis vous avez des illustrations aussi en noir et blanc, il y en a peut-être 5 ou 6, donc voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de lire du coup le premier tome du coup de la seconde duologie, qui porte sur un personnage que j'aime beaucoup dans cette duologie là, mais je vous dirai pas qui, forcément, sinon ça vous spoilerait. Ensuite, j'ai lu 5 Broken Blades de Mike Orland, donc c'est le premier tome d'une saga, je sais plus il y a combien de tomes, donc là c'est la version de Broken Binding, la version originale est rouge, donc aussi avec un jaspage mais rouge, et donc voilà, il est très très beau. Et donc là on va suivre du coup 5 personnages qui vont être réunis pour un but commun, donc tuer le roi dieu June. Donc il y a 5 personnages, donc vous avez une assassine, ou un assassin, je sais pas comment on dit, vous avez un hitman, vous avez un... comment on appelle ça, vous avez un prince déchu, vous avez une voleuse, vous avez je sais plus quoi, bref. Et en fait, ces 5 là vont être appelés par une personne pour du coup pouvoir tuer le roi dieu, sauf que celui-ci ne peut pas mourir. En fait, vous avez dans cet univers 5 artefacts qui ont été envoyés par les dieux et qui font que chaque artefact a une propriété, et lui il a la couronne qui fait qu'il ne peut pas mourir. En fait, si quelqu'un l'attaque, il ne meurt pas. Enfin, il y a toujours quelque chose qui fait qu'il est protégé. Et du coup, en fait, le but c'est de lui enlever sa couronne et de le tuer. Il y a eu je ne sais combien de tentatives, mais ça n'a jamais marché. Et donc là, en fait, on va découvrir le passé de chaque personnage en fait au fur et à mesure, parce que vous avez toujours les 5-6 points de vue, et à chaque fois on va découvrir le passé des personnages, et ils ont toujours tous une raison de vouloir tuer le roi. Pas forcément parce que, bon, il y en a parce que le roi leur a fait quelque chose, mais d'autres parce qu'ils sont contraints de faire ça pour avoir quelque chose. Donc voilà, on va tous écouter. Puis bizarrement, enfin pas bizarrement, mais bon, ça reste de l'adulte, et en fait, chaque personnage a un passé assez sombre. Il y a toujours quelque chose, il y a un décès, ou voilà, il y a une sœur qui a été enlevée, ou enfin voilà, vous avez beaucoup de choses qui font que ils se sentent obligés. Bon, il y a aussi une sorte de vengeance pour certains, mais pour d'autres, c'est voilà une question de survie pour avoir quelque chose en échange. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors, il y en a beaucoup qui disent que c'est un peu comme Six of Crows, mais façon adulte, en fantasy, voilà, un peu plus traditionnel, univers asiatique. Donc là, c'est inspiré de la mythologie coréenne. D'ailleurs, les prénoms sont très coréens. Mais en fait, il faut arrêter de comparer à chaque fois. C'est comme quand vous avez une compétition, c'est toujours dire ah bah c'est un peu comme Hunger Games, voilà. Enfin, non, c'est pas comme dire un peu comme, c'est vrai, mais c'est de dire c'est le nouveau Hunger Games, mais avec des touches de machin. Et là, c'est pareil, c'était vendu comme c'est Six of Crows, mais en fantasy adulte. Bah, à part le fait que voilà, vous avez des personnages qui ne se connaissent pas et qui vont devoir s'allier pour faire quelque chose, il n'y a vraiment rien en commun en fait. Les personnages sont vraiment différents, leur passé est vraiment différent, et j'ai vraiment adoré. Voilà, je trouve que ça s'est lu extrêmement vite, et pourtant c'était pas dans la période la plus calme, parce que bon, avec bébé c'est compliqué, donc mais oui, j'ai réussi à lire extrêmement vite, et la fin, je m'y attendais vraiment pas. Franchement, c'était une fin, un retournement de situation, et du coup j'ai vraiment hâte de lire du coup le tome d'après, qui est déjà prévu, je crois, pour janvier ou mars 2025.
qui s'appelle Four Wound Realms, donc les 4 royaumes wound, je ne sais pas comment traduire en français, bref. Et voilà, j'ai vraiment adoré. Alors il y a 2 personnages que j'ai beaucoup moins apprécié suivre parce que je trouve qu'ils changent du tout au tout à partir du moment où ils sont ensemble, et je trouve que c'est pas normal alors qu'ils ont toujours été solitaires, grognons, machin, et puis là c'est ouh voilà, qu'on change au fur et à mesure parce que voilà, c'est une fin de famille qui se forme, mais là c'était un peu trop rapide pour certains, pour un des personnages, et le deuxième, je trouvais que c'était un personnage un peu superficiel, donc voilà, j'ai pas trop accroché. Par contre les 3 autres, donc moi j'ai adoré Sora, je me souviens plus des prénoms, le prince aussi, je sais plus quoi son nom, et le Spy Master, enfin le chef des espions. Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Je sais pas si ce sera une trilogie, mais on verra bien. Ensuite, j'ai lu Hellbent de Leigh Bardugo, donc en VO. J'avais lu le premier tome, donc en VO aussi, mais à sa sortie. Donc autant vous dire qu'il y a beaucoup de temps qui s'est passé, donc j'ai dû lire un résumé spoilant du premier tome, que j'avais adoré, voilà, Dark Academia. On suit Alex qui voit les fantômes, qui est à Yale et qui doit aider en fait à tenir, enfin enquêter sur les sociétés secrètes, etc. Le tome 2, que je peux rien vous dire de plus, mais je pense que je l'ai moins aimé. J'avoue que je ne sais pas trop en fait, parce que peut-être que j'étais pas dans le bon mood en fait, mais c'est vrai que le côté Dark Academia était peut-être moins présent, et puis vous avez peut-être moins cette découverte de l'univers. Je sais pas, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que Alex, dans le premier tome, m'agaçait un petit peu. Là, c'est peut-être moins le cas. En fait, je sais pas, j'avoue que je sais même pas en fait si je préfère au premier. Mais en tout cas, c'est voilà, une lecture parfaite pour l'automne. Voilà, Dark Academia, avec des fantômes, des meurtres. La couverture est vraiment creepy. Alors, le serpent, je veux dire, c'est peut-être pas mieux. Mais là, c'est vrai que le lapin blanc comme ça, albinos, bon, j'avoue que ça me fait un peu peur. Donc, je peux rien vous dire de plus parce que c'est un tome 2 et en plus, c'est un peu une autre intrigue. Donc, ouais. J'ai beaucoup aimé, voilà, tout simplement. Leigh Bardugo, pour moi, c'est une valeur sûre. J'ai lu The Familiar il y a pas longtemps que j'ai un peu moins aimé, peut-être parce que l'univers me plaisait un peu moins. Mais voilà, moi vous savez que je suis une grande fan du Grisha Verse de manière générale, Six of Crows, King of Scars avec mon petit chouchou Nikolai. Mais d'ailleurs là, je suis très triste pour la série qui a été arrêtée. Et je passe au dernier roman du coup, je suis désolée, je passe très vite sur l'autre parce que j'ai pas grand chose à dire au niveau de l'intrigue, et à part du fait que j'ai beaucoup aimé, mais voilà, que c'était pas non plus transcendant. Ensuite le dernier c'est Iron Flame de Rebecca Yarros, donc le tome 2 de la saga Imperium je crois. Donc le premier tome c'est Fourth Wing, j'avais lu Fourth Wing, je l'avais précommandé en VO, et je l'ai lu à sa sortie, donc avant qu'il y ait toute la hype et tout. Sauf que celui-ci est sorti au moment où toute la hype était sur Fourth Wing, du coup ça m'a un peu saoulée. Et du coup je le sors que maintenant, parce que après il est sorti aussi en français, et le tome 2 est sorti en français, donc en fait la hype n'a jamais arrêté de tourner. Et en fait, vous savez, quand la hype est trop grande, j'ai pas envie de le lire. Surtout que j'ai vu beaucoup d'avis mitigés, comme quoi il était beaucoup plus lent, que c'était un peu moins prenant, etc. Et je suis pas trop d'accord en fait, donc j'ai beaucoup aimé, je lui ai mis 5 étoiles aussi. Alors l'intrigue est totalement différente du premier tome forcément, parce que dans le premier tome on suit Violette qui du coup est la fille de la grande commandante de la chef des armées, et qui devait devenir scribe, et qu'en fait sa mère l'a envoyée dans le cadran des dragonniers pour apprendre à être dragonnière. Et en fait c'est pareil, tout le monde peut mourir à n'importe quel moment, pendant les épreuves, même dans la vie de tous les jours, etc. Et même au moment de choisir son dragon, le dragon, en gros, s'il veut pas de toi, il peut te cramer, quoi. Et du coup, donc forcément, elle va y arriver, parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire. Et il y a Xaden, du coup, qui est du coup le Love Interest, et qui est en fait de base le fils d'un chef rebelle. Donc du coup, il est marqué enfin, ils ont tous une marque, les enfants des rebelles, et ils sont tous forcés à aller chez les dragonniers, parce que c'est là où il y a le taux de mortalité le plus haut. Et voilà, donc on suit tout ça. Là, on suit vraiment une autre intrigue, et qui est beaucoup plus portée sur la politique, la géopolitique, les conflits entre territoires, entre différents pouvoirs, etc. Donc j'ai trouvé que c'était plus intéressant, peut-être pas, mais en tout cas c'était vraiment une autre approche de toute cette histoire avec des dragons, etc. En sachant que dans le territoire ennemi, en fait c'est pas des dragons, c'est des griffons. Voilà. Donc pour vous poser un peu la base,
Je peux rien vous dire de plus, parce qu'on voilà, on suit les mêmes personnages. Je crois ça doit se passer genre à peine quelques jours après la fin du premier tome, où vous avez un espèce de cliffhanger, non pas un cliffhanger, une révélation, mais que j'attendais depuis un moment, mais c'est pas forcément mal fait, donc en fait, même si je m'y attendais, enfin, bon, je pense que ça force de lire de la fantasy, des thrillers, des trucs comme ça, mais c'est vrai que c'était cool en fait, cette fin, même si moi je m'y attendais, beaucoup ne s'y attendaient pas. Et j'ai trouvé que c'était, du coup, ça relançait un peu la série, parce que je me suis dit, bon, ça commence à s'essouffler vers la fin peut-être, et bon, bref. Et là, vous avez aussi des scènes épiques, voilà, forcément avec des dragons, à dos de dragons, vous avez aussi des morts, malheureusement, et d'ailleurs, il y a un mort dans le premier tome que je regrette. C'est marrant parce que à chaque fois, mes petits chouchous, en personnages secondaires, ils sont toujours tués. C'est marrant parce que c'est toujours comme ça, j'ai l'impression. Et ça, enfin, en tout cas dans 80% des cas. Bref. Et puis les personnages, des dragons sont vraiment des personnages à part entière. Ils ont leur personnalité, donc ils communiquent par télépathie. Et ils sont vraiment grognons des fois, ils en font qu'à leur tête, ils sont têtus. Enfin, et puis ils sont sarcastiques, voilà. J'aime beaucoup, c'est vraiment des personnages à part entière. Et c'est ce qui fait que Fourth Wing a peut-être un succès, c'est vraiment aussi cette part qu'ont les dragons qui est vraiment importante. Et voilà, et donc, voilà, beaucoup de batailles, beaucoup de géopolitique, ça s'enflamme de partout. La guerre est imminente, tout ça, tout ça. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Voilà, moi, j'ai pas vraiment ce sentiment que c'est un tome 2 et que c'était trop lent, etc. Mais voilà, chacun son avis. Voilà, sur ce, je vais arrêter là. J'espère, parce que souvent le micro commence à bugger vers la moitié de la vidéo, et du coup je suis obligée de refilmer, et là en fait j'ai mal à la gorge. Parce qu'en fait mon fils est parti à la crèche, a fait ses deux semaines d'adaptation, et est tombé malade, et du coup bah moi aussi. Du coup j'ai mal à la gorge, je suis enrhumée. Et je suis désolée, je parle très vite, mais parce que je vois que ma batterie est faible. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous tentent. Si vous les avez dans votre palle, dans votre wishlist, et n'hésitez pas aussi à me donner des recommandations de livres avec des dragons, parce qu'avant j'en lisais pas mal, mais j'avoue que là j'ai un regain, et j'ai envie d'en lire, mais j'avoue que j'ai pas fait de recherche, et j'aurais dû peut-être. Mais voilà, si vous avez des recommandations de bons romans de fantasy avec des dragons, n'hésitez pas à me les recommander. Et puis bah, je vous laisse mettre en petit commentaire si vous ne voulez pas mettre de petits messages, du coup un petit dragon, ou alors des flammes, ou alors quelque chose... un château, enfin tout ce qui pourrait rappeler Fourth Wing ou Iron Flame, ou une épée, tout ce que vous voulez. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.